Crise économique, arrivée des migrants, terrorisme constitue un terreau fertile à l'expansion du populisme. Plusieurs pays en Europe se laissent aller à ce courant qui aime remettre en cause le pouvoir, les élites. Toutes les explications avec David Neyman. Populisme, discours ou courant politique faisant appel aux intérêts du peuple en opposition à ceux de l'élite. Une définition floue, sans doute incomplète et discutable, mais dont ont hérité ces dernières années en Europe de nombreux mouvements sortant des sentiers battus. L'étiquette englobe un large spectre de formations allant de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et à chaque pays son parti anti-système, avec des scores toujours plus importants dans les élections majeures. Tous ou presque profitent à plein du marasme économique et social que traverse le vieux continent. Je crois que partout dans les démocraties occidentales, la menace existe d'un recul du niveau de vie, d'un recul de l'emploi, d'une aggravation des inégalités liées à la mondialisation. Si elle ne suffit pas à expliquer à elle seule la montée des populismes, la crise financière de 2008 a laissé des traces qui font craindre une répétition du scénario des années 1930 ou même de la fin du 19e siècle, lorsque le déclin économique et les difficultés des classes moyennes avaient précipité l'arrivée au pouvoir des extrêmes. Un phénomène renforcé par la crise des migrants et la menace terroriste. Je crois que c'est très simple. Les gens sont dans une situation précaire. Ils ont peur de deux catégories de gens, les gens d'en haut et les gens d'ailleurs. Ce sont les deux formes du populisme. Ceux qui nous dirigent, puisque les gens sentent que ça va moins bien, et ceux qui nous menacent et qui sont à l'extérieur. Percée populiste, mais aussi échec des politiques à enrayer la montée des inégalités. En cherchant à combattre en priorité les déficits, les États n'ont fait qu'appauvrir les plus pauvres. D'après l'OCDE, les inégalités entre riches et pauvres sont au plus haut depuis 30 ans. Et c'est en France qu'elles se sont le plus creusées. L'évolution est perçue par une large part de l'opinion comme un démantèlement progressif de l'État social et la mise à mal de l'idéal humaniste égalitaire. Un terreau fertile pour ces eurosceptiques. Si nombreux d'entre eux restent encore confinés au second rôle, d'autres sont aux portes du pouvoir ou l'ont même déjà pris, comme en Hongrie. Une montée du populisme qui peut être illustrée par une seule image qui résume à elle seule l'année 2016. La photo a été prise il y a à peine 8 mois et depuis, Maurice Yvergan, le monde a radicalement changé. Et Valérie, on a coutume de dire qu'une seule photo vaut 1000 mots. Et là, je vous invite donc à observer ce cliché qui résume, comme vous l'avez dit à lui seul, l'année politique qui s'achève. Alors, nous sommes en avril 2016, sommet du G5 à Hanovre en Allemagne. De gauche à droite, David Cameron, Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi. 5 chefs d'État, tous convaincus de la justesse de leur politique. 8 mois plus tard, un tsunami populiste est passé. Le Premier ministre britannique a démissionné après le référendum sur le Brexit. Un milliardaire entre à la Maison-Blanche. Le chef du gouvernement italien est démissionnaire. Le président français a renoncé et il ne reste plus que la chancelière allemande qui tient le coup. En tous les cas, si les Européens restent optimistes, de leur côté, les États-Unis sont extrêmement inquiets. Oui, Valérie, des échéances électorales en France avec la présidentielle en mai prochain. En août et en octobre, les électeurs allemands renouvelleront les 630 sièges du Bundestag. Et là, rien n'a encore joué. En Autriche, malgré une défaite à la présidentielle, l'extrême droite n'a pas dit son dernier mot et attend les législatives de 2008 pour prendre sa revanche. Une lumière d'espoir pour les dirigeants européens. 2018, c'est bien ça. 2018, oui. Une lumière d'espoir pour les dirigeants européens, comme l'exprime Pierre Moscovici. Écoutez-le. Nous nous réjouissons de la victoire de M. Van der Bellen en Autriche. Celle-ci montre, car c'est une victoire des valeurs, que le populisme en Europe n'est pas une fatalité, que l'extrême droite n'est pas irrésistible et qu'au final il y a dans le cœur des Européens, dans l'esprit des Européens, une résistance, une réticence au populisme, un refus des thèses anti-européennes de l'extrême droite qui, je crois, peut tous nous rassurer. Et de leur côté, les États-Unis sont très inquiets. Extrêmement, apparemment quelque chose ne fonctionne plus, a estimé John Kerry devant son homologue allemand lors de la dernière tournée en Europe du secrétaire d'État américain. On l'écoute. Il serait déplacé de venir ici et de ne pas parler du sentiment d'incertitude que ressentent les gens à propos de la direction que prennent les choses. Nous avons vu ce qu'il s'est passé en Italie hier et avant ça le Brexit, notre propre élection, et il y a évidemment un sentiment d'angoisse prégnant dans le corps politique des pays du monde.
Ces dernières années, et comme ce fut le cas durant quasiment 7 décennies, notre alliance, celle entre l'Allemagne et les États-Unis, mais aussi l'OTAN et l'Europe, a aidé à faire progresser ce continent et la planète tout entière vers davantage de paix, de sécurité et de liberté. Voilà, en résumé, John Kerry craint particulièrement un rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui se ferait sur le compte de l'OTAN, affaiblissant ainsi encore le continent européen. Et en Italie, Matteo Renzi vient de subir un revers cinglant avec la victoire du non au référendum constitutionnel, une défaite électorale qui l'a conduit à démissionner de son poste de président du Conseil, une défaite électorale due aussi en grande partie au vote populiste et incarné par le mouvement 5 étoiles de Virginia Raggi et de Beppe Grillo. Présentation avec Andrea Benisti. 5 étoiles comme 5 grandes idées du mouvement italien des 5 stèles créé il y a 7 ans. Les 5 angles d'attaque, l'eau publique, les transports durables, le développement, la connectivité et l'environnement. C'est aujourd'hui la deuxième force politique du pays. Son credo, s'inspirer et à la fois briser les idées de la gauche classique présidée par Matteo Renzi, son principal rival dans la course au pouvoir. Un parti qui a doté Rome de la première femme maire, Virginia Raggi, avec 67% des suffrages. Je veux dire que c'est un moment historique fondamental qui marque un tournant. Pour la première fois, Rome a une femme maire, à une époque où l'égalité des chances est encore une chimère. Ce changement a été possible grâce au mouvement 5 étoiles. Un score symptomatique de la capacité du mouvement à séduire les électeurs de droite, de gauche, mais aussi des abstentionnistes. Un atout pour ce parti qui agit comme catalyseur des mécontentements. Leur atout supposé, l'honnêteté de ses têtes d'affiche. Une valeur fondamentale du parti dont s'est tiré profit une de ses célèbres figures, le comédien Beppe Grillo. Vous ne devriez pas nous faire confiance parce que nous pourrions être les pires de tous. Et cet homme ici, qui se présente comme un homme honnête, il pourrait secrètement voler de l'argent. Je ne veux pas être vu comme quelqu'un d'honnête ou bon. Peut-être que nous sommes les pires de tous. Mais nous n'avons rien à voir avec la désintégration de ce pays parce que nous n'étions pas là. Leur programme repose sur la mise en place d'un revenu minimum, d'un référendum pour sortir de l'euro, la fermeté contre la corruption, des mesures de relance pour les entreprises ou encore la limitation des mandats électoraux. En 2013, lors de son entrée sur la scène politique, le mouvement des 5 étoiles avait totalisé environ un quart des voix aux élections nationales. Aujourd'hui, l'annonce de la démission du chef d'État Matteo Renzi renforce un peu plus les espoirs du parti d'accéder aux rênes du pouvoir italien. Alors Jonathan Serrero, comment expliquer justement cette défaite de Matteo Renzi et la montée de ce mouvement 5 étoiles? Eh bien la réponse est à trouver dans votre question Valérie, puisque vous parlez aujourd'hui, on parle aujourd'hui de défaite de Matteo Renzi, alors qu'il s'agit en réalité d'un rejet des réformes constitutionnelles voulues par le président du Conseil italien. Alors pourquoi parler aujourd'hui de défaite de Matteo Renzi? Parce que Matteo Renzi a porté sur ses épaules tout le poids de ce scrutin jusqu'à mettre sa démission sur la table, un souci de transparence qui lui a coûté cher puisque l'élection ne s'est pas jouée seulement sur les réformes voulues mais sur sa personne aussi et sur ce mouvement populiste qui a traversé la campagne de référendum italienne et qui s'est attelé à fustiger la politique mise en place depuis 2014 par Matteo Renzi et leurs arguments étaient les suivants. Matteo Renzi n'était pas parvenu à faire baisser le taux record de chômage des jeunes en Italie, un taux estimé à 39,1% pour les 16-25 ans italiens. La dette du pays ne diminue pas aussi et dépasse aujourd'hui les 130% du PIB italien. Les baisses d'impôts effectuées n'ont pas eu aussi l'effet escompté. Il faut savoir aussi, Valérie, que les Italiens sont très attachés par ailleurs à leur constitution qui constitue pour eux le socle de la stabilité politique en Italie face aux menaces que représente le terrorisme ou les réseaux mafieux très en vogue dans la botte transalpine. Autre explication aussi, c'est que cette défaite, on explique cette défaite par le consensus qu'il y avait d'opposition qu'il y avait autour de ce référendum et des réformes voulues par Matteo Renzi, tant et si bien aujourd'hui, c'est la réalité, Matteo Renzi a démissionné de son poste et l'Italie est entrée dans une période d'instabilité politique, comme le confirme ce politologue italien. On l'écoute. Non aveva molte scelte e molte alternative.
Il n'avait pas beaucoup de choix et d'alternatives, mais c'est vrai qu'il contribue à mettre l'Italie dans une position difficile, parce qu'à l'incertitude par rapport à l'architecture constitutionnelle et à la loi électorale, s'ajoute maintenant une incertitude par rapport au gouvernement. Donc on peut dire que l'Italie entre dans des eaux agitées. Mais Jonathan, cette défaite de Matteo Renzi, finalement, est-ce qu'elle ne met pas en lumière la montée de ce créneau anti-système qui est observé partout dans le monde? Oui, un créneau qui a un vent en poupe, et pour cela on a des chiffres qui le prouvent, notamment en France, d'après une enquête réalisée par l'Institut YouGov en collaboration avec iTélévision. Un Français sur 3, soit 39% de la population française, souhaite aujourd'hui voir un candidat anti-système remporter la prochaine élection présidentielle, un chiffre qui devrait plaire à Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qui se présentent comme des candidats hors establishment. Maintenant aux États-Unis aussi, moins de 30% des Américains nés dans les années 80 jugent essentiel de vivre en démocratie. Pour les personnes nées dans les années 30, le pourcentage, lui, s'élève à 75%. De la même manière, seuls 36% des Européens nés dans les années 80 jugent qu'un coup d'État militaire n'est pas légitime dans une démocratie, contre 53% pour les plus vieux. Les élections fédérales en Allemagne sont programmées pour août et octobre 2017 et tous les instituts de sondage prédisent une forte poussée du parti populiste d'extrême droite. Le pays cédera-t-il aussi aux sirènes du populisme? Quelques éléments de réponse tout de suite avec Andrea Benisti. Angela Merkel se lance dans la bataille des législatives de l'année 2017 en Allemagne. Candidate à sa propre succession pour un 4e mandat à la chancellerie, après 11 ans passés au pouvoir, la chancelière allemande bat un record de longévité à la tête d'un pays européen. Mais les législatives s'annoncent différentes des précédentes. Ce qu'Angela Merkel redoute, c'est la montée des populismes en Europe. Un courant incarné en partie par le parti populiste Alternative pour l'Allemagne, qui pourrait être son principal rival lors du prochain scrutin. Cette élection de 2017 sera la plus difficile depuis la réunification. Il y a une forte polarisation de la société et des défis de toutes parts. Principal point de discorde entre le parti de la chancelière et son rival, le Parti social-démocrate, la politique d'accueil des migrants syriens. Des critiques qui favorisent la montée des idéaux populistes nourris par Internet. Angela Merkel dénonce la diffusion d'informations erronées durant la campagne présidentielle de Donald Trump. Des données devenues virales sur le net. Je crois que nous ne devons pas sous-estimer ce qui se passe avec la numérisation et Internet. C'est une partie de notre réalité. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui consultent des médias, qui sont basés sur des règles bien différentes et qui sont moins contrôlés. Le parti populiste Alternative pour l'Allemagne est pour le moment crédité de 12 à 13% des voix. Un score à attribuer à la peur grandissante d'une frange de la population qui se sent rejetée par les élites. L'Allemagne, habituée à montrer l'exemple en Europe, est l'un des pays irréductibles décidés à résister aux idéaux populistes.